Pourquoi votre cerveau vous force à acheter des choses inutiles et comment l'éviter? Hey, comment ça va? Avez-vous déjà regardé votre garde-robe, votre bibliothèque ou votre historique d'achat en ligne et pensé « Quand ai-je acheté tout ça ?» Si la réponse est oui, restez, car aujourd'hui, nous allons faire un voyage incroyable. Une descente à travers 5 niveaux de connaissances pour comprendre pourquoi nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre vision de chaque publicité, de chaque magasin et de chaque offre spéciale sera complètement transformée. Commençons par le niveau 1, la surface, ce que nous connaissons tous, les offres. Le classique, l'inconfondable panneau rouge de 50% de réduction. C'est le plus vieux tour du monde. Vous voyez un prix original plus élevé, barré, et à côté un prix plus bas. Immédiatement, votre cerveau ne calcule pas combien vous allez dépenser, mais combien vous allez économiser. C'est une illusion de victoire, le sentiment d'être plus malin que le système. Ensuite, il y a le pouvoir du troupeau, ce que les experts appellent la preuve sociale. Voir qu'un produit a 5000 avis 5 étoiles, que votre youtubeur préféré le recommande ou que tous vos amis ont soudainement ses baskets. C'est l'instinct de la cour de récréation. Si tout le monde le veut, il doit y avoir une raison. Notre cerveau, qui est un peu paresseux par nature, préfère prendre des raccourcis et le raccourci le plus sûr est de suivre les autres. Et bien sûr, il ne pouvait pas manquer la peur de rater quelque chose. Des phrases comme « offre à durée limitée » ou « il ne reste que 2 articles en stock ». Ce stratagème a une origine très ancienne. Imaginez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. S'ils trouvaient un buisson rempli de baies, ils ne pensaient pas « bon, j'en prendrai quelques-unes demain ». Non, ils devaient toutes les prendre, car le lendemain, elles pourraient ne plus être là. Cette panique de la rareté, ce maintenant ou jamais, est toujours gravée dans notre ADN, sauf que maintenant, elle s'active avec une paire de jeans. Et enfin, à ce niveau superficiel, nous avons les marques qui ne vendent pas des produits, mais des identités. Vous n'achetez pas un téléphone, vous achetez un statut, de la créativité, l'appartenance à l'équipe des innovateurs. Vous n'achetez pas une voiture, vous achetez la promesse d'aventure et de liberté. Ils vous vendent une version améliorée de vous-même. La question est, pourquoi sommes-nous si incroyablement disposés à payer un supplément pour une histoire, pour un rêve, au lieu de l'objet lui-même? Alors voilà, offre, preuve sociale, rareté et marques qui vendent des rêves. C'est le niveau 1, la pointe de l'iceberg. Les stratégies marketing que nous pouvons tous voir et reconnaître, mais dans lesquelles, admettons-le, nous tombons encore et encore. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui l'animent en dessous? Il est temps de plonger. Bienvenue au niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez de cette sensation d'euphorie en trouvant une bonne affaire dont nous avons parlé au début? Eh bien, ce n'est pas seulement une émotion, c'est de la pure chimie cérébrale. Chaque fois que vous anticipez une récompense, votre cerveau libère un neurotransmetteur appelé dopamine. Ce qui est fascinant, c'est que le plus grand pic de dopamine ne se produit pas quand vous avez l'objet, mais pendant la recherche et l'anticipation. Le marketing ne vous vend pas un produit, il vous vend l'émotion de la chasse. C'est un distributeur légal de petites doses de dopamine. Parlons maintenant d'une règle sociale invisible qui nous piège, la réciprocité. C'est très simple, si quelqu'un vous donne quelque chose, vous ressentez une dette interne, un besoin de lui rendre l'appareil. Vous a-t-on déjà offert un échantillon gratuit dans un supermarché ou un petit cadeau en entrant dans un magasin? Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un piège. En acceptant ce petit morceau de fromage, votre cerveau crée une obligation sociale qui vous fait presque vous sentir mal si vous partez sans acheter le paquet entier. Et voici une erreur de fabrication de notre esprit, un biais cognitif appelé effet de dotation. Cela signifie que, par le simple fait de posséder quelque chose, même pour une minute, nous le valorisons beaucoup plus qu'avant. Les essais gratuits de 30 jours sont experts en la matière. Une fois que vous avez utilisé cette application de streaming pendant 1 mois, vous avez l'impression qu'elle vous appartient. Annuler l'abonnement n'est plus une décision neutre. Cela ressemble à une perte douloureuse, même si vous viviez parfaitement sans elle il y a 31 jours. Le fait de vendre des histoires, comme nous l'avons mentionné plus tôt, n'est pas non plus une invention moderne. C'est un besoin humain fondamental. Depuis que nous nous asseyons autour du feu dans les cavernes, les histoires nous ont servi à donner un sens au monde et à unir la tribu. Le marketing moderne a détourné ce besoin. Les grandes marques ne vous lisent pas une liste de caractéristiques. Elles vous racontent un récit épique avec des héros, des méchants et une mission. Et nous payons pour être un personnage dans cette aventure. Et au fond, bon nombre de ces mécanismes répondent à un besoin humain fondamental, le besoin de contrôle. Nous vivons dans un monde chaotique, imprévisible, mais choisir quel shampoing acheter, rechercher, comparer et finalement prendre une décision nous donne un petit, mais satisfaisant, sentiment de contrôle sur une partie de notre vie. C'est une petite victoire dans un monde qui nous fait souvent nous sentir impuissants.
Voyez comme la perspective change maintenant. Les offres ne sont plus des réductions, ce sont des activateurs de dopamine. Les échantillons gratuits ne sont pas des cadeaux, ce sont des leurres de réciprocité. Les essais gratuits sont des enlèvements émotionnels qui utilisent nos biais contre nous. Les grandes marques ne sont pas des entreprises, ce sont les nouveaux compteurs de la tribu. Cela ne semble plus si inoffensif, n'est-ce pas? Comprendre ces rouages cachés, la chimie cérébrale, les règles sociales, les erreurs de notre esprit, c'est comme mettre des lunettes à rayon X. Soudain, vous pouvez voir la structure derrière la façade. Et cette connaissance vous donne du pouvoir. Le pouvoir de faire une pause et de vous demander « Est-ce que je veux vraiment cela ou sont-ils simplement en train d'appuyer sur les bons boutons de mon cerveau ?» Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable chaos. Bienvenue au niveau 3, la zone de guerre des débats et des complexités. Voici le grand débat qui divise tout le monde. Le marketing est-il manipulation ou persuasion? D'un côté, vous avez les critiques qui disent « c'est de la pure manipulation ». Ils exploitent nos insécurités et nos faiblesses psychologiques pour nous vendre des choses inutiles qui nous rendent malheureux et nous endettent. De l'autre côté, les défenseurs disent « pas du tout. Nous connectons simplement des produits aux désirs que les gens ont déjà. Personne ne vous met un pistolet sur la tempe. Où diable est-ce la limite? Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Vous vous souvenez du célèbre mythe des messages subliminaux dans les films pour vous faire acheter des sodas et du pop-corn? La preuve que cela fonctionne à grande échelle est, pour être généreux, très faible. Mais les gens adorent y croire. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus confortable de penser que nous sommes victimes d'un pouvoir sombre et mystérieux que d'admettre la vérité, que nous sommes manipulés par des astuces beaucoup plus bêtes et évidentes comme un simple panneau 2 pour 1. Préparez-vous à une paradoxe qui va vous faire exploser la tête, le paradoxe du choix. Instinctivement, nous croyons qu'avoir plus d'options est une bonne chose, que cela nous donne plus de liberté et de bonheur. Mais la science démontre le contraire. Trop d'options nous paralysent. Si vous devez choisir entre 3 types de confitures, c'est facile. Si vous devez choisir entre 300, vous êtes dépassé, vous prenez une éternité et, lorsque vous en choisissez enfin une, vous vous sentez insatisfait, pensant que peut-être l'une des 299 autres était meilleure. Parfois, plus de liberté équivaut à moins de bonheur. Et maintenant, une question éthique sur quelque chose que nous avons complètement normalisé, la publicité ultra personnalisée. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Des publicités qui s'adaptent à ce que vous aimez. Mais arrêtez-vous pour réfléchir. Est-il éthique qu'un algorithme sache, par vos recherches et votre comportement en ligne, que vous traversez une rupture ou que vous avez une faible estime de vous et qu'à ce moment précis, il vous bombarde de publicités pour des applications de rencontres ou des produits pour améliorer votre confiance? Est-il juste d'utiliser la vulnérabilité d'une personne comme une opportunité commerciale? Ce débat éthique de plus a évolué avec le temps. Il y a des siècles, la loi du marché était caveat emptor, une expression latine qui signifie que l'acheteur soit vigilant. C'est-à-dire que si vous étiez escroqué, c'était votre problème. Ensuite, nous nous sommes battus et avons obtenu une ère de droit du consommateur où la transparence est exigée des entreprises. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle et les données massives, ne serions-nous pas en train de revenir à un caveat emptor numérique où les façons dont on nous persuade sont si complexes que nous ne pouvons plus les comprendre? Et tout cela nous amène à un problème fondamental de la condition humaine, ce que les psychologues appellent le tapis roulant hédonique. C'est une métaphore géniale. Vous achetez le dernier smartphone, vous ressentez un pic de bonheur incroyable. Cela dure une semaine, peut-être 2. Et puis, rien. Vous retrouvez votre niveau de bonheur habituel. Et maintenant, vous avez besoin d'autre chose de nouveau pour ressentir à nouveau ce pic. C'est une recherche constante du bonheur à travers la consommation, mais la ligne d'arrivée s'éloigne chaque fois que nous croyons y parvenir. Comme vous le voyez, ce niveau est un désastre complet. Il n'y a pas de bon ni de méchant clair. C'est une zone grise pleine de paradoxes, de dilemmes éthiques et de questions inconfortables sans réponse unique correcte. La réalité de la consommation est désordonnée, complexe et profondément humaine. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez navigué à travers la complexité morale. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4, les secrets d'experts. Bon, mettons-nous au sérieux. Parlons de neuromarketing. Il ne s'agit plus de sondage ou de demander aux gens leur opinion. Il s'agit d'utiliser des technologies comme les électroencéphalogrammes ou les IRM fonctionnels pour voir, littéralement, quelle zone du cerveau d'une personne s'illumine lorsqu'elle voit un logo, une couleur ou la forme d'un emballage. On ne vous demande plus si vous aimez. Il voit la réponse brute et non filtrée de votre cerveau avant même que vous n'en soyez conscient. Voici un concept technique qui va vous épater, expliqué simplement. Votre cerveau a 2 hémisphères, le gauche et le droit. Pensez-y comme 2 personnes différentes dans votre tête. Le gauche est le logique, l'analytique, celui qui lit les chiffres.
Le droit est l'émotionnel, le visuel, celui qui ressent la musique. Le marketing de génie s'adresse souvent d'abord à votre cerveau droit avec une image percutante, une histoire émouvante ou une mélodie. Et une fois que votre cerveau émotionnel dit « je le veux », il donne une excuse au cerveau gauche, comme un 30% de réduction, pour que le logique se sente intelligent et justifie la décision que l'émotionnel avait déjà prise. Nous devons parler d'une figure clé mais souvent oubliée, Edward Bernays. Il était le neveu de Sigmund Freud lui-même et il est considéré comme le père des relations publiques modernes. C'était un génie un peu sinistre qui, il y a un siècle déjà, s'est rendu compte qu'il pouvait vendre des produits, non pas pour ce qu'il faisait, mais en les associant au désir inconscient des gens. Sa campagne la plus célèbre fut de convaincre les femmes que fumer des cigarettes était un acte de libération féminine, un souffle de liberté. Il a façonné le consumérisme tel que nous le connaissons. Il existe une théorie alternative, une vision rebelle du désir, proposée par le philosophe René Girard. C'est la théorie mimétique. Elle dit quelque chose de radical, que nous ne désirons presque jamais les choses pour elles-mêmes. Nous les désirons parce que nous voyons que d'autres personnes les désirent. Votre désir n'est pas une ligne droite entre vous et l'iPhone. C'est un triangle. Il y a vous, il y a l'iPhone, et il y a cette autre personne ou ce groupe que vous admirez ou enviez et dont vous imitez le désir. Cela expliquerait parfaitement les modes virales et les hypes qui semblent surgir de nulle part. Et maintenant, une découverte scientifique qui va à l'encontre de toute intuition. Les neuroscientifiques ont découvert que l'acte de payer, surtout lorsque nous utilisons de l'argent liquide, active dans notre cerveau les mêmes régions associées à la douleur physique. Ils appellent cela la douleur de payer. Cela explique pourquoi les cartes de crédit, les paiements mobiles ou le bouton « Acheter en un clic » sont si incroyablement efficaces. Ils sont comme une anesthésie pour cette douleur. Ils séparent le plaisir immédiat de l'achat de la douleur différée du paiement. Et ici, à ce niveau, tout s'imbrique de manière spectaculaire. Vous souvenez-vous qu'au début, nous avons parlé de la dopamine de la chasse et de l'anticipation, et que nous venons de parler de la douleur de payer? Eh bien, le marketing moderne est une œuvre d'ingénierie conçue pour faire deux choses à la perfection: maximiser à l'infini le pic de dopamine de la promesse et de l'attente, et minimiser jusqu'à le rendre presque invisible la douleur du paiement. Ils vous accrochent avec l'émotion et vous cachent le coût. C'est le piratage cérébral ultime. Connaître le neuromarketing, des figures comme Bernays ou des concepts comme la douleur de payer, ne sert pas seulement à accumuler des faits curieux. C'est pour comprendre que le jeu a des règles beaucoup plus profondes et scientifiques que nous ne l'aurions jamais imaginé. C'est réaliser que nous ne sommes pas sur un simple marché, mais dans une sorte de matrice conçue avec une précision neurologique effrayante. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Nous avons exploré ce que les experts étudient aujourd'hui. Osez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, vers ce que nous ne savons pas encore? Bienvenue au niveau 5, spéculation, émerveillement et les grandes questions. Imaginez ceci dans un futur pas si lointain. Votre bracelet intelligent détecte dans votre sang une légère augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Automatiquement, votre assistant virtuel à la maison, avec un ton de voix parfaitement modulé pour être calme et empathique, vous suggère une liste de musique relaxante et, par hasard, vous montre à l'écran une publicité hyper réaliste pour des vacances sur une plage paradisiaque. La publicité du futur ne s'adaptera pas seulement à vos goûts, mais à votre état biochimique en temps réel. Cela nous amène directement à la question la plus profonde à laquelle ni la science ni la philosophie ne peuvent encore répondre. Si une intelligence artificielle en vient à connaître nos biais, nos peurs et nos désirs inconscients mieux que nous-mêmes et nous guide subtilement vers des décisions qui nous font nous sentir bien, où s'arrête l'aide et où commence l'anéantissement du libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres si nos choix peuvent être prédits et conçus par un algorithme? Et maintenant, une idée philosophique qui pourrait vous faire réfléchir pendant des jours. Et si le désir n'était pas quelque chose qui prend naissance en nous? Et si en réalité, nous étions plus des antennes que des générateurs? Et si le désir était une force externe, culturelle, biologique, mimétique, qui coule simplement à travers nous? Si cela était vrai, toute l'idée d'un moi authentique et souverain qui choisit librement ce qu'il veut s'effondre. Nous ne serions pas les auteurs de nos désirs, mais les véhicules à travers lesquels le désir se manifeste. Comprendre la science de notre fonctionnement est absolument essentiel pour l'avenir de l'humanité. Si nous n'apprenons pas à être conscients de ces mécanismes, le consumérisme, poussé par ce moteur insatiable, pourrait nous mener à l'effondrement écologique. Mais si nous y parvenons, si nous apprenons à nous pirater nous-mêmes pour le bien, nous pourrions rediriger cette énergie démesurée du désir. Cesser de la concentrer sur l'accumulation d'objets et la diriger vers l'exploration, la connaissance, la connexion humaine ou la solution des grands problèmes de notre temps.
Et pour finir, l'idée la plus provocatrice et la plus ouverte de toutes. Et si tout l'univers, de la gravité qui rassemble les particules pour former une étoile, à une cellule qui se déplace à la recherche de nutriments, est au fond une manifestation d'une forme de désir, une tendance fondamentale et impersonnelle vers la complexité, l'existence et l'interaction. Peut-être que notre impulsion irrépressible d'acheter le dernier modèle de téléphone n'est qu'un écho, une version minuscule, déformée et presque comique de cette même impulsion cosmique qui meut tout. Le voyage à travers les 5 niveaux est terminé. Nous sommes descendus de la surface la plus évidente jusqu'aux profondeurs de notre esprit, et de là, nous avons effleuré les limites du cosmos. Maintenant, avec cette nouvelle et étrange perspective, il est temps de contempler la vue d'ensemble. Nous avons commencé ce voyage ensemble avec une image incroyablement simple. Vous en souvenez-vous? Un panneau rouge offre dans un magasin, quelque chose de quotidien, presque ennuyeux. Et nous avons fini par spéculer si cette même impulsion d'achat ne pourrait pas être un lointain écho du moteur qui anime les galaxies. Nous sommes passés de la simple considération du marketing comme une astuce, à le comprendre comme de la chimie cérébrale, comme un champ de bataille éthique, comme de la neuroscience de précision, et finalement, comme une fenêtre sur les questions les plus profondes sur ce que signifie être humain. J'espère vraiment que votre vision d'un simple achat ne sera plus jamais la même. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus frappé? Le pic de dopamine, la douleur de payer, l'idée que nous imitons le désir des autres ou la folie du désir cosmique? S'il vous plaît, laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos pensées. Un immense merci de m'avoir consacré votre temps et votre incroyable curiosité dans cette descente. Si vous avez aimé, abonnez-vous afin que nous puissions continuer à faire ces voyages ensemble. On se retrouve dans le prochain terrier.